que tu l'aies demandé ou non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas décider comme ça que les gens sont à toi, que tu dois les protéger. Mauvais choix de mots, admit Alexander. Tu n'es pas une propriété. Tu es une personne qui avait besoin d'aide que j'ai choisi d'aider et que je continuerai d'aider jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Ils restèrent assis en silence, buvant leur café pendant qu'Émilie essayait d'assimiler tout cela. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Pour quelques semaines. Jusqu'à ce que ce soit sans danger. Mais je dois voir ma mère tous les jours. Ce n'est pas négociable. Bien sûr. J'organiserai les trajets avec une protection. Discrètement pour qu'elle ne s'inquiète pas. Au cours de la semaine suivante, une routine s'installa. Chaque matin, Émilie se réveillait dans la luxueuse chambre d'amis et découvrait que Teresa avait laissé du café frais et un petit déjeuner devant sa porte. Elle prenait une douche, s'habillait avec des vêtements qui apparaissaient dans son placard comme par magie, tous à sa taille, et étonnamment parfaitement adaptés à ses goûts. À 9 heures, une voiture noire l'attendait pour l'emmener au Massachusetts General Hospital. La sécurité était présente, mais discrète. Juste un chauffeur qui restait près de la voiture, et parfois un autre homme qui se plaçait dans le hall de l'hôpital. Émilie rendait visite à sa mère pendant des heures chaque jour, assise auprès d'elle, durant les traitements, lui faisant la lecture, lui tenant la main. Sarah allait déjà mieux. La chambre privée était lumineuse et accueillante. Le docteur Wells était attentif et optimiste. Les infirmières étaient gentilles. La mère d'Émilie posait des questions sur cette amélioration soudaine de leur situation, mais Émilie s'en tenait à l'histoire de l'assurance qui avait enfin tout approuvé. Elle ne parlait pas d'Alexander, ne parlait pas de l'attaque, ne disait rien qui aurait pu inquiéter sa mère alors qu'elle devait se concentrer sur sa guérison. L'après-midi, Émilie retournait à l'appartement d'Alexander. Teresa avait préparé le déjeuner. Des repas simples et délicieux qu'elle mangeait souvent ensemble dans la cuisine pendant que Teresa travaillait. La femme plus âgée avait un don pour les conversations douces, sans jamais poser de questions indiscrètes, mais toujours prête à écouter. Émilie se surprit à lui parler de la mort de son père, de son arrivée à Boston, avec des rêves d'école de cuisine, de la façon dont le cancer avait tout fait dérailler. « Tu es une bonne fille », dit Teresa un après-midi alors qu'elle apprenait à Émilie à préparer une vraie sauce tomate italienne. « Ta mère a de la chance de t'avoir. »« C'est moi qui ai de la chance. Elle m'a élevée seule après la mort de mon père. Elle a eu 2 emplois pour me donner des opportunités. C'est le minimum que je puisse faire. » Tout de même, tous les enfants ne sacrifieraient pas leurs rêves pour un parent. Ce n'était pas seulement des rêves, elle était en train de mourir. Je sacrifierais n'importe quoi pour elle. Teresa lui tapota la main. « Je sais, ma chérie. Et maintenant, quelqu'un vous aide toutes les deux. Autorise-toi à accepter ce cadeau. » Alexander était souvent présent, mais jamais envahissant. Il travaillait depuis son bureau, passait des appels en italien, en anglais et parfois en russe. Émilie l'apercevait sur la terrasse tard le soir, le téléphone collé à l'oreille, la fumée de sa cigarette s'enroulant dans l'obscurité. Il demandait toujours des nouvelles de sa mère. Il s'assurait toujours qu'Émilie ne manquait de rien. Mais il gardait une distance prudente, comme s'il savait qu'elle était encore en train de tout assimiler. Le 4e jour, tard dans la nuit, Émilie s'aventura dans la cuisine incapable de dormir. Elle y trouva Alexander assis à l'îlot central avec un verre de whisky et son ordinateur portable. « Je suis désolée, dit-elle, je ne voulais pas te déranger. »« Tu ne déranges pas, tu n'arrives pas à dormir. »« J'ai trop de choses en tête. » Émilie se dirigea vers le réfrigérateur et prit une bouteille d'eau. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr. » « Ce matin-là au café, quand ces hommes sont venus, tu aurais pu simplement leur faire peur et les faire partir. Pourquoi m'as-tu donné ton numéro ?» Alexander ferma son ordinateur et lui accorda toute son attention. « Parce que je savais qu'il reviendrait. Parce que je savais que tu étais dépassée et trop fière pour demander de l'aide. Je voulais que tu aies une option quand les choses empireraient. Tu savais qu'ils iraient plus loin ?
Je sais comment fonctionnent les organisations comme la Bratva. Elle ne renonce pas facilement aux gens qu'elle considère comme utiles. Je soupçonnais qu'il tenterait quelque chose de spectaculaire. Il marqua une pause. Je suis content que tu aies utilisé ce numéro. Je suis content que tu m'aies écrit. J'ai failli ne pas le faire. J'ai failli essayer de gérer ça toute seule. Je sais. Tu es têtue, indépendante et persuadée de devoir sauver tout le monde seule. Mais Émilie, parfois accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. Parfois c'est une question de survie. Elle s'assit en face de lui, de l'autre côté de l'îlot. Je ne suis pas habituée à ça, à ce que des gens fassent des choses pour moi, sans rien attendre en retour. Je te l'ai dit, je n'attends rien. Tout le monde finit par attendre quelque chose. Alexander la regarda droit dans les yeux. Alors je vais te dire ce que j'attends. J'attends que tu rendes visite à ta mère sans avoir peur. J'attends que tu te reposes et que tu te remettes de ce que tu as vécu. J'attends que tu acceptes d'être en sécurité pour la première fois depuis des mois. C'est tout. Émilie voulait le croire, mais la confiance ne venait pas facilement après tout ce qu'elle avait traversé. Les jours suivants, la routine continua. Les visites à l'hôpital, les repas avec Teresa, les soirées calmes à lire dans la chambre d'amis ou à s'asseoir sur la terrasse en regardant les lumières de la ville. Alexander maintenait sa distance respectueuse, mais Émilie remarquait de petites choses. La façon dont son regard la suivait quand elle entrait dans une pièce. La façon dont il se raidissait quand son téléphone sonnait, comme s'il était constamment en alerte face aux menaces. La manière dont il demandait des nouvelles de sa mère avec un véritable intérêt, pas par simple politesse. Le 10e jour, Émilie le trouva dans son bureau entouré de papiers et visiblement frustré. « Tout va bien ?» demanda-t-elle depuis l'encadrement de la porte. Il leva les yeux, une partie de la tension quittant son visage. « Juste des complications professionnelles. Rien qui te concerne. Comment s'est passée ta visite aujourd'hui ? » « Bien. Maman réagit vraiment bien au traitement. Le docteur Wells est optimiste. » Émilie hésita. « Je peux entrer ? » « Bien sûr. » Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Je voulais te dire merci, vraiment, pour tout ce que tu as fait. Ma mère va mieux grâce à toi. Je suis en sécurité grâce à toi. Je sais que je ne pourrai jamais te rendre tout ça, mais je te suis reconnaissante. » « Tu n'as pas à me le rendre, Émilie. Voir ta mère aller mieux me suffit. » « Pourquoi ?» Cette question lui brûlait les lèvres depuis des jours. « Pourquoi est-ce que tu tiens autant à quelqu'un que tu connais à peine ?» Alexander s'adossa à son fauteuil et l'observa. « Parce qu'il y a 6 mois, je suis entrée dans un café pour trouver un café correct. Et je t'ai vue. Pas seulement physiquement, même si tu es belle. J'ai vu la façon dont tu traitais un client âgé qui n'arrivait pas à décider quoi commander. Patiente, gentille, prenant le temps alors qu'il y avait une file d'attente. J'ai vu la façon dont tu glissais une pâtisserie en plus dans le sac d'un étudiant quand tu pensais que personne ne te regardait. Je t'ai vue, Émilie. La vraie toi. Et je suis revenue parce que je voulais en voir davantage. » Le cœur d'Émilie se mit à battre plus fort. Ce n'est pas une raison pour risquer sa vie pour quelqu'un. Peut-être pas. Mais quand on est à ma place, quand on passe ses journées entourées de violence, de trahison et de gens qui ne veulent que vous utiliser, rencontrer quelqu'un de sincère est rare. Et ça mérite d'être protégé. Ils restèrent silencieux un instant tandis que quelque chose d'indicible grandissait entre eux. « Le café, » dit enfin Émilie. « Est-ce que je pourrais bientôt y retourner ? » ?»« Bientôt. Nous sommes encore en train de régler les choses avec l'organisation russe. Mais bientôt, je te le promets. » Émilie hocha la tête et se leva pour partir. À la porte, elle s'arrêta. « Alexander, merci de me voir. Peu de gens le font. »« Je sais, » répondit-il doucement. « C'est ce qui faisait que tu méritais d'être vue. » En regagnant sa chambre ce soir-là, Émilie comprit que quelque chose avait changé. Cette cage dorée commençait à moins ressembler à une prison qu'à un refuge. Et l'homme dangereux qui lui avait sauvé la vie commençait à moins ressembler à un inconnu qu'à quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Cela la terrifiait.
mais pas assez pour lui donner envie de partir. 10 jours après l'attaque, Émilie se réveilla sous la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres de sa chambre, accompagnée du son désormais familier de Teresa fredonnant dans la cuisine. La routine était devenue confortable, presque normale, et c'était précisément ce qui la rendait nerveuse. Elle enfila un jean foncé et un pull gris doux, tous deux mystérieusement parfaits pour sa taille et ses goûts, puis trouva Teresa en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour ma chérie, Monsieur Rossi a demandé si tu aimerais avoir de la compagnie pour ta visite à l'hôpital aujourd'hui. Il aimerait rencontrer correctement ta mère si tu es à l'aise avec ça. » L'estomac d'Émilie se noua. Elle évitait cette conversation avec sa mère depuis des jours, détournant ses questions sur les améliorations soudaines avec des réponses vagues au sujet de corrections d'assurance. Mais Sarah Grant était perspicace, même affaiblie par le traitement. Elle savait que quelque chose ne collait pas. « Oui, dit enfin Émilie. C'est probablement une bonne idée. Elle a des questions que je ne peux plus continuer à éviter. » 1 heure plus tard, ils arrivèrent au Massachusetts General Hospital, dans l'une des berlines noires et discrètes d'Alexander. Il portait un simple costume bleu marine, sans cravate, ce qui le rendait moins intimidant que d'habitude, mais toujours indéniablement puissant. Tandis qu'il traversait les couloirs de l'hôpital, Émilie remarqua que des membres du personnel le reconnaissaient et inclinaient la tête avec un respect qui frôlait la déférence. « Tu es déjà venue ici ?» observa Émilie. « Je fais des dons à plusieurs programmes de l'hôpital. À la recherche contre le cancer en particulier. » Sa voix portait quelque chose de lourd. « Ma mère est morte d'un cancer des ovaires quand j'avais 16 ans. » Émilie s'arrêta de marcher. « Alexander, je suis désolée. Je ne savais pas. » « Comment aurais-tu pu le savoir? C'était il y a longtemps. » Il désigna l'ascenseur d'un geste. « La chambre de ta mère est au 7e étage, c'est bien ça? » La chambre privée de Sarah Grant était lumineuse et accueillante, remplie de fleurs et de lumière matinale. Elle était assise, adossée à ses oreillers, plus mince que dans le souvenir d'Émilie, mais avec de meilleures couleurs aux joues. Ses cheveux gris avaient été brossés et elle portait son peignoir bleu préféré. « Émilie » sourit Sarah, puis son regard se posa sur Alexander et son sourire vacilla légèrement. « Et tu as amené un ami ?»« Maman, voici Alexander Rossi. C'est lui qui a aidé à organiser ton transfert ici. Alexander, voici ma mère, Sarah Grant. » Alexander s'approcha du lit, toute son attitude s'adoucissant. « Madame Grant, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre fille parle constamment de vous. » Sarah l'étudia avec l'attention prudente d'une mère qui avait passé 26 ans à protéger sa fille. « Monsieur Rossi, je reconnais votre nom. Votre famille a une certaine réputation à Boston. »« C'est vrai, reconnut Alexander sans se défendre, et une grande partie est méritée. Et pourtant ma fille vit chez vous, ma fille qui est rentrée du travail un jour et dont la vie a soudainement basculé. » La voix de Sarah était douce mais ferme. « Émilie, je sais que tu m'as menti. Les compagnies d'assurance n'approuvent pas tout soudainement comme par magie. Alors pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe vraiment ?» Émilie s'assit au bord du lit de sa mère et lui prit la main. « J'ai eu des ennuis financiers. J'ai emprunté de l'argent en mauvaises personnes pour payer ton traitement. Ils s'en sont pris à moi. Alexander m'a aidé. » « Aidé comment ?»« Il a remboursé la dette. Il m'a protégée quand ils ont essayé de me faire du mal. Il t'a fait transférer ici pour que tu sois en sécurité et mieux soignée. » La voix d'Émilie se brisa. « Je suis désolée de t'avoir menti, maman. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Oh, Émilie, mon bébé, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que je devais faire. Tu étais en train de mourir. Le traitement dont tu avais besoin n'était pas couvert. Je ne pouvais pas simplement te regarder mourir. »« Alors tu t'es mise en danger pour moi ? » ?»« Je le referai. 1000 fois. » Sarah regarda Alexander qui se tenait tranquillement à quelques pas, leur laissant de l'espace. « Et vous, pourquoi aideriez-vous ma fille ? Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? » ?»« Rien, » dit simplement Alexander. « Elle avait besoin d'aide, je l'ai aidée, c'est tout. Les hommes comme vous ne font rien gratuitement.
Je suis peut-être malade, monsieur Rossi, mais je ne suis pas naïve. Mon défunt mari a eu affaire à des gens de votre monde il y a des années. Brièvement, mais assez pour que je comprenne comment ça fonctionne. Alors je vous le demande encore. Qu'est-ce que vous attendez de ma fille ? Alexander s'approcha, l'expression grave. Madame Grant, votre mari s'appelait Robert Grant. Il a travaillé comme comptable pour la famille Moretti pendant environ 8 mois en 1995. Il a quitté cet emploi quand vous êtes tombée enceinte et ne s'est jamais retourné. C'était un homme bien qui a commis une erreur et a passé le reste de sa vie à la réparer. Le visage de Sarah pâlit. Comment savez-vous cela ? Je sais beaucoup de choses, y compris que votre fille a hérité de son sens de la loyauté et de son entêtement. Alexander regarda Sarah droit dans les yeux. Je ne veux rien d'Emily si ce n'est m'assurer qu'elle est en sécurité. Les gens à qui elle a emprunté de l'argent sont dangereux et ils n'oublieront pas facilement. Je la protège parce que j'en ai les moyens et parce que la voir souffrir est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Pourquoi ? Insista Sarah. Pourquoi vous souciez-vous d'une serveuse que vous connaissez à peine ? Parce qu'elle n'est pas seulement une serveuse. Elle est brillante et courageuse, et elle a passé 6 mois à s'épuiser pour vous. Parce qu'elle méritait mieux que de devenir la proie de criminels. Parce que je pouvais l'aider, alors je l'ai fait. Sarah soutint son regard pendant un long moment, y lisant quelque chose qu'Émilie ne pouvait pas voir. Enfin, elle hocha la tête. Promettez-moi quelque chose, monsieur Rossi. Promettez-moi que vous la protégerez vraiment. Pas seulement des gens à qui elle a emprunté, mais aussi de votre monde. Elle est tout ce que j'ai. Je vous le promets, dit Alexander solennellement. Sur la mémoire de ma mère, je veillerai à sa sécurité. Le poids de cette promesse resta suspendu dans l'air. Sarah sembla se détendre légèrement, une partie de la tension quittant ses épaules. Merci, dit-elle doucement, pour tout. Les soins médicaux, la protection. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Vous n'avez pas à le faire. Concentrez-vous sur votre rétablissement. C'est un paiement suffisant. Ils restèrent encore 1 heure, Sarah posant des questions sur la routine d'Émilie, s'assurant que sa fille mangeait correctement et dormait assez. Alexander répondait quand il le fallait, avec une attitude respectueuse et étonnante. Quand ils partirent, Émilie pouvait voir que sa mère l'approuvait avec prudence, mais réellement. Dans la voiture, Émilie resta silencieuse, assimilant tout ce qui venait d'être révélé. « Tu as enquêté sur mon père, » dit-elle enfin. « J'enquête sur toutes les personnes avec qui je m'implique. Ce n'est pas personnel, juste pratique. » « Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui ? » « Qu'il est mort dans un accident de voiture quand tu avais 12 ans. »